Bonjour à toutes et tous, je suis Samuel Ferré, je travaille à l'Institut agronomique méditerranéen de Montpellier, le SIAM. Et avant de passer la parole à Jean-Pierre Rolland, je vais introduire donc le projet Sherpa en 2 minutes rapidement. Tout d'abord, donc, je voudrais remercier le réseau rural de nous avoir invités dans ce forum pour présenter les résultats du projet Sherpa. Alors, le projet Sherpa, c'est un projet qui est financé par l'Union européenne dans le cadre du précédent programme de recherche, Horizon 2020. Pour autant, le projet Sherpa n'est pas lui-même un projet de recherche. C'est un projet qu'on appelle de coordination et de soutien d'action. Et l'objectif, les objectifs du projet Sherpa, c'est de mettre en place dans différents territoires, différentes régions de l'Union européenne, des plateformes sciences, société et société civile et politique pour discuter ensemble des défis et des opportunités pour les zones rurales à l'horizon 2040. Ensuite, il y a une opportunité qui s'est présentée avec la nouvelle Commission européenne l'année dernière. La nouvelle Commission européenne de Mme von der Leyen a proposé comme priorité de travailler sur une nouvelle vision à long terme pour les zones rurales à l'horizon 2040. Et c'est un exercice auquel le projet Sherpa participe et les plateformes en région participent également indirectement. Et ce qui nous a semblé intéressant, c'est que cet exercice de travailler sur une vision à long terme pour les zones rurales à l'échelle européenne a été placé sous la responsabilité de la commissaire en charge de la démocratie et de la démographie. Et ça, c'est un signal qui nous a semblé très intéressant pour affirmer le caractère transversal de la ruralité et dépasser son placement, j'allais dire, sectoriel depuis la politique agricole commune, la PAC, et le commissaire en charge de la PAC. Voilà. Donc, c'est juste en introduction. Je vais vous mettre un petit lien pour le projet Sherpa dans le chat et Jean-Pierre Rolland va pouvoir prendre le relais pour présenter nos travaux, nos résultats en région sud. Merci. Merci Samuel. Rapidement, le projet en région sud, ça a été une plateforme régionale qui a été mise en place par le SIAM avec l'appui du réseau rural. Ce qui est une spécificité d'ailleurs par rapport aux autres plateformes, c'est l'implication forte de la région sud dans ce processus et dans un contexte de réflexion sur la ruralité avec tous les travaux sur les programmes opérationnels FEDER, FSE et FEADR. Elle était composée de 4 chercheurs, 3 représentants de la société civile, secteur privé et 4 décideurs publics, plus des experts qui ont été mobilisés, notamment de la région sud, de l'INSEE, du GREC et de la DRAF. Il y a eu un certain nombre de réflexions qui ont amené à l'identification de 4 problématiques qu'on va évoquer ci-après. Alors, comme vous allez le voir, effectivement, on a bien travaillé avec la région sud puisqu'un certain nombre de défis ont déjà été évoqués par Madame Bareil. Alors, peut-être pour commencer, dire que les espaces ruraux connaissent des transitions qui sont fortes, transitions démographiques, économiques, environnementales, et qui vont s'accentuer à l'horizon 2030-2040. Il y a 3 grandes tendances qui ont été analysées. La première, c'est une tendance démographique. On l'a dit tout à l'heure, on a un ralentissement de la croissance démographique dans les espaces ruraux en région sud, avec un vieillissement de la population et de moins en moins de jeunes, on y reviendra. Deuxième tendance, c'est les effets du changement climatique qui impactent fortement la Méditerranée et donc la région sud. Et ces effets vont s'accentuer. Et le troisième tendance, qui est nouvelle, c'est la crise de la Covid-19 qui a des impacts forts socio-économiques et
enfin socio-économique, excusez-moi. À partir de l'analyse de ces tendances et puis des échanges qu'on a pu avoir avec à la fois les experts mobilisés et les personnes participant à cette plateforme, donc 6 défis ont été identifiés, qui ont déjà été évoqués, mais je vais reprendre rapidement. Le premier, c'est on constate un étalement urbain avec un phénomène de périurbanisation au détriment des terres agricoles et des espaces naturels. Ça impacte aussi l'accès au foncier avec une augmentation du prix du foncier et ça a un impact aussi sur la mobilité puisqu'on a des emplois qui sont plus en zone urbaine. Les populations, une partie des populations sont en zone rurale et donc on a des mouvements pendulaires. Et là, les priorités qui sont identifiées par rapport à ça, ça va être effectivement euh, de gérer ces mobilités, y compris avec une relocalisation de l'activité ou un développement des activités en zone rurale, et puis évidemment limiter ou stopper l'artificialisation des terres. Excusez-moi. Le deuxième défi qui a été évoqué, c'est le vieillissement accru de la population et le déficit croissant des populations jeunes dans les zones rurales. Et donc là, les priorités sont doubles. Une première qui va être d'attirer ces populations plus jeunes, hein, et c'est un enjeu en termes de vitalité aussi de ces espaces ruraux. Mais on a une deuxième priorité qui est la prise en charge des populations âgées qui vont être de plus en plus présentes avec l'arrivée des baby-boomers. Et c'est une opportunité aussi en termes d'emploi avec le développement de la cyber économie. Troisième défi, c'est l'adaptation au changement climatique. Bon, ça, c'est quelque chose que vous connaissez bien, avec des effets forts sur deux secteurs qui sont le tourisme et l'agriculture, des secteurs majeurs pour la région, et avec des effets également qui vont augmenter sur la gestion des espaces et des ressources naturelles. Donc là, la priorité, ce sera de mettre en place des politiques d'adaptation et d'atténuation qui soient adaptées à ces différentes problématiques. Le quatrième défi, c'est l'adaptation de l'activité des emplois aux nouvelles demandes sociétales, avec une particularité dans les zones rurales, c'est que l'emploi est très fort dans les services et l'emploi est également, enfin l'activité est très forte dans les emplois de proximité. Alors, toute l'économie de ces espaces ruraux et tous les emplois de ces espaces ruraux vont évidemment devoir s'adapter aux tendances qu'on a évoquées, qu'elles soient démographiques, qu'elles soient environnementales ou sanitaires. Et là, le but, on l'a évoqué tout à l'heure, du moins Madame Barreil l'a évoqué, c'est d'avoir des politiques qui promeuvent l'économie et l'emploi qui soient plus durables et plus résilients dans ces espaces ruraux et on va y revenir de suite. Cinquième défi, on l'a évoqué, c'est la pauvreté, la qualité de vie dans les zones rurales. On a des zones rurales où les revenus sont souvent plus bas que les zones urbaines, notamment du fait de l'importance de l'emploi saisonnier et de la pluriactivité. Par contre, le niveau de vie est souvent meilleur qu'en ville. La crise Covid, évidemment, impacte sérieusement la précarité dans ces zones, mais comme en ville. Et un point important, c'est la qualité de vie dans les zones rurales, qui est un atout pour ces zones. En général, on a plus de cohésion sociale, on a une plus forte ou une plus riche vie citoyenne, et ça s'est vu notamment dans le cadre de la crise de la Covid, avec un peu plus de résilience dans ces zones. Donc là, la priorité est double. D'une part, améliorer le statut, la rémunération des plus précaires et notamment la valorisation de la pluriactivité et des saisonniers. Et puis, c'est de promouvoir la qualité. Non, excusez-moi, promouvoir le capital culturel et social qui est un atout pour ces zones. Enfin, le sixième défi opportunité, c'est l'accès aux services. Alors, on a une zone, enfin une région avec des zones rurales où l'accès aux services est plutôt bon par rapport au reste de la France. Par contre, il est inégal. On a aussi une déprise des services publics de proximité. Ça, c'est vrai un peu partout dans les zones rurales. Et par ailleurs, évidemment, il y a l'arrivée du numérique, le développement du numérique, s'il est bien fait, qui peut améliorer l'accès aux services
prioritaires. Donc là, les priorités, c'est cet accès équitable aux services essentiels, y compris au numérique, mais un numérique qui soit adapté, qui soit accepté par les populations, parce qu'il y a aussi des populations qui vont dans les zones rurales pour être loin de ce numérique. Alors, slide suivante. Partant de ces différents défis, est-ce qu'on peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît? La plateforme a identifié 4 grandes problématiques. La première problématique, on l'a évoqué aussi tout à l'heure, c'est de repenser les mobilités et les sédentarités dans les espaces ruraux, avec un certain nombre de propositions qu'on souhaite ensuite travailler dans la phase 2, j'y reviendrai. Les principales propositions, alors il y a un peu redondance, mais c'est plutôt donc on a creusé ces éléments avec la plateforme, c'est d'attirer les populations les plus jeunes dans les territoires ruraux. Comme ça a été évoqué tout à l'heure, ça veut dire avoir accès à un certain nombre de services qui soient utiles pour eux en termes comment dire, de prise en compte de l'enfance, des accès aussi à des biens culturels, etc. L'accès aussi à des emplois qui leur soient adaptés, l'accès au numérique. Deuxième proposition forte sur lesquelles il faut travailler, c'est renforcer la qualité de vie et réinventer une appartenance aux espaces ruraux et une ruralité positive. Donc, c'est effectivement de partir de cet atout qui est la qualité de vie pour attirer plus de monde dans ces espaces ruraux. Troisième proposition, c'est de faciliter et améliorer la qualité des transports et des mobilités entre les différents territoires, notamment entre territoires ruraux et entre territoires ruraux et territoires urbains, y compris en travaillant aussi sur la limitation des déplacements avec, je l'évoquais tout à l'heure, un développement des emplois dans les zones ruraux et des zones rurales, et puis également en relocalisant. Et puis, dernière proposition sur ce premier problématique, c'est de faire des zones rurales des laboratoires d'accessibilité du numérique. Ça veut dire à la fois utiliser l'accès au numérique pour améliorer l'accès à l'emploi, l'accès aux services, etc., mais faire en sorte aussi que les gens aient la possibilité de ne pas avoir le numérique s'ils le souhaitent. Deuxième grande problématique, c'était la création des activités, des métiers de demain dans les zones rurales. On l'a évoqué aussi tout à l'heure. Voilà, il y a tous ces défis auxquels on doit faire face, et donc il va falloir adapter l'économie et les emplois de ces espaces ruraux. Un certain nombre de propositions. D'abord, un préalable qui est de réaliser des diagnostics territoriaux sur le tissu économique local. En gros, quelles sont les activités aujourd'hui dans ces espaces ruraux, quels sont les savoir-faire, et à côté, de quoi on a besoin, qu'est-ce qui manque, quels seront les emplois de demain, etc. L'autre proposition ici, c'est de travailler sur l'économie de proximité, qui est la source de la vitalité aussi de ces zones rurales, notamment en réfléchissant à des outils de financement qui valorisent l'utilité sociale de cette économie, utilité sociale qui est rarement bien rémunérée par le marché. Troisième proposition de travail, c'est développer des systèmes agricoles et alimentaires territorialisés durables, c'est de passer de la fourche à la fourchette. C'est des choses qui sont déjà en cours, mais qu'il faut creuser, puisqu'on a vu notamment pendant la crise du Covid, mais ça continue maintenant, le développement des circuits courts évoqués tout à l'heure. Le changement de modèle touristique et proposition d'une nouvelle offre touristique. Ça concerne les montagnes, évidemment, avec le changement climatique, mais aussi la crise du Covid. Ça concerne aussi la côte et l'arrière-pays. Il s'agit de prendre en compte, évidemment, l'impact du changement climatique, mais aussi les nouvelles demandes sociétales en matière de tourisme. Appuyer le développement de l'économie verte, de l'économie circulaire et de l'économie sociale et solidaire. Ça, c'est des choses qui se développent de plus en plus dans les zones rurales.
c'est des sources d'emploi, c'est un point important à prendre en compte. Renforcer le statut particulier des saisonniers des plus réactifs, on l'a évoqué, parce que c'est des emplois importants dans les zones rurales. Alors évidemment, on pense à la montagne, mais pas que. Et c'est des statuts extrêmement précaires sur lesquels il faut travailler si on veut que ces territoires soient attractifs. Et dernier point ici, c'est pour mettre en place ces emplois de demain, il y a à travailler aussi sur la formation et une offre de formation qui soit territorialisée et adaptée aux différentes opportunités d'emploi. Troisième donc grande problématique qui concerne la gestion, la conservation et la valorisation d'un capital naturel qui est unique en France. C'est un atout pour les régions, pour les espaces ruraux, excusez-moi. Et là, il y a 4 propositions principales. D'une part, une proposition sur l'artificialisation des espaces naturels et des terres agricoles, donc stopper cette artificialisation et accompagner la dynamisation du foncier pour permettre aux agriculteurs d'avoir accès à la terre. Deuxième proposition tourne autour de la promotion des modes de production agricole plus respectueux de l'environnement. Mais ça, c'est déjà en cours, puisqu'on est une des régions où il y a le plus d'agriculture bio, mais tout ça reste à développer, y compris en augmentant la qualité des produits avec les AOC, le développement des circuits courts qui peuvent y participer et la transformation. Troisième point, limiter la production des gaz à effet de serre et mettre en œuvre des politiques territoriales d'adaptation au changement climatique. Il faut savoir que la région Sud est une des régions qui est la plus émettrice de GES. Ça peut être aussi une source d'emploi dans les espaces ruraux que de travailler là-dessus. Et puis, dernier point, c'est de valoriser tous les services qu'on appelle les services écosystémiques de ce capital naturel, puisque ce capital naturel offre un certain nombre d'aménités environnementales, donc d'effets externes qui sont peu valorisés par le marché. Et on peut penser aussi à la construction de réciprocité ou de solidarité entre zones urbaines et zones aux territoires ruraux. Par exemple, donc les territoires ruraux offrent un certain nombre de ressources naturelles entre guillemets gratuites aux zones urbaines, ça peut être l'eau par exemple, et pourra imaginer qu'en contrepartie, on travaille à des accords de coopération pour rendre plus attractifs les territoires ruraux, par exemple en développant le tourisme local, en développant les services délocalisables ou en ayant des appuis, donc des zones urbaines sur l'installation de nouvelles activités. Slide suivant. Et la slide suivante, donc c'est l'autre problématique, c'est que pour permettre de répondre à tous ces enjeux et de mettre en place toutes ces propositions, il y a un enjeu principal qui est identifié dans le rapport qui a été évoqué, qui a été présenté à la région récemment. L'enjeu principal, c'est que la future programmation FEADER et du programme opérationnel FEDER SE 2021-2027 prennent mieux en compte les besoins des territoires ruraux. Et pour ça, il y a un certain nombre d'actions qui peuvent être entreprises. Je vais les passer très rapidement. La première, c'est de repréciser ce qu'est le rural. Et là, les travaux de l'INSEE qui sont tout récents vont pouvoir nous y aider afin d'améliorer l'efficacité des politiques publiques, sachant que là, on ne parle pas d'une ruralité, mais de plusieurs ruralités. Elles sont très différentes et donc il faut des analyses qui soient adaptées à chacun des territoires. Deuxièmement, c'est de promouvoir la participation active des citoyens concernant cette approche, une approche territoriale qui soit renouvelée. Il faut qu'ils soient coacteurs et des évolutions territoriales. Pour l'instant, on se contente souvent de rendre compte ou de les faire participer, mais là, de très peu les faire participer, justement. Le troisième point, c'est de renforcer l'appui au pouvoir public, notamment en matière d'analyse. Et, excusez-moi, j'ai un qui manque. Oui, voilà. En termes d'identification et d'analyse des nouveaux challenges et des opportunités en milieu rural, c'est un peu ce qu'a fait Sherpa et ce qu'on souhaite poursuivre dans la deuxième phase, c'est de développer aussi des outils de prospective et d'accompagnement régionaux qui soient adaptés et flexibles,
Quand on dit adapté flexible, ça veut dire qu'il y a plusieurs lieux de décision pour développer les territoires ruraux. Il y a évidemment les communes, mais après, pour un certain nombre de services, peut-être que le bassin de vie est plus approprié, puisqu'on ne peut pas mettre tous les services dans tous les villages, mais on peut avoir des services qui soient communs à plusieurs villages. Donc c'est là où on parle d'outils qui soient adaptés et flexibles. Mettre en place des moyens humains et financiers à disposition des communes et des acteurs locaux, et en particulier de mutualiser les moyens en matière d'ingénierie territoriale. Ça, c'est particulièrement important parce que pour répondre à des appels d'offres qui soient européens ou autres, les communes rurales et encore plus peut-être les associations de citoyens manquent en général de moyens en la matière. Excusez-moi. Dernier point, c'est de tirer les leçons de leader et donner plus d'espace au droit à l'expérimentation, à l'innovation dans le cadre des prochains FEADER et FEDER. C'est aussi de faciliter les programmes européens qui sont souvent très complexes. C'est également de prévoir des modes de financement qui soient peut-être plus adaptés. Dans certains cas, il faut qu'ils soient plus longs, etc. On peut aussi réfléchir à l'essaimage de projets qui ont marché. Voilà, c'est tout ça, globalement. Et puis, la dernière slide. La dernière slide, c'est donc les perspectives. Il va y avoir une deuxième phase au projet Sherpa sur 2021-2022. Les objectifs de cette deuxième phase pour nous, ça va être d'approfondir une ou des problématiques qui ont été identifiées lors de cette première phase, et donc d'aller plus loin que les premières propositions. Deuxième point, c'est de continuer à animer le débat sur l'avenir des territoires ruraux en appui au processus d'élaboration et de mise en œuvre du FEADR et du programme opérationnel FEDER FSE pour la région Sud. Et pour ce faire, il est aussi nécessaire, nous semble-t-il, de renforcer la plateforme Sherpa Région Sud, notamment en intégrant des maires ruraux. On n'avait pas réussi lors de la première phase et la crise Covid a été particulièrement compliquée à ce niveau-là. De faire rentrer aussi peut-être un certain nombre de représentants de la société civile, du secteur privé qui n'étaient pas là, qui pourraient compliquer la plateforme, et un certain nombre d'experts qui pourraient être intéressés. Et donc, c'était important de vous présenter ces résultats aussi dans ce sens-là, parce qu'il y en a peut-être certains d'entre vous qui pourraient être intéressés pour participer à la deuxième phase. Il y a aussi la mobilisation des réseaux des participants à la plateforme qui peuvent être intéressants. Et donc, les discussions sont à venir avec les parties prenantes, et en particulier la région Sud, concernant ce deuxième cycle des travaux de la plateforme. Excusez-moi, j'ai été un petit peu long et j'ai essayé d'aller vite. En tout cas, merci de votre écoute. Jean-Pierre, je crois qu'il y avait Éric Blo qui avait participé à la plateforme et qui pouvait témoigner aussi de cette expérience. Absolument. Je lui passe la parole. Merci Jean-Pierre, merci à tout le monde, bonjour à tout le monde. Donc je suis là et je réponds aux consignes, donc je m'efface de la vidéo et donc effectivement quelques retours, on va dire, sur le travail de cette plateforme à laquelle j'ai eu la chance d'être invité à participer en tant que représentant du réseau des parcs naturels régionaux de la région Sud. Voilà, c'est 9 parcs naturels régionaux que vous connaissez et qui, par définition et par essence, évidemment, sont dans le domaine de la ruralité et qui, aujourd'hui, disposent d'une capacité d'intervention sur quasiment un tiers du territoire régional, ce qui est quand même très, très, très conséquent, et, évidemment, et également d'une dynamique et d'un développement de politiques régionales sur ce territoire qui ne le sont pas moins. Dire en préambule, peut-être effectivement avant de répondre à la question sur les perspectives et puis voilà, ce qu'on pourrait tracer autour de cette plateforme, l'intérêt quand même essentiel de ce dispositif de plateforme ascendante, hein, ce sont des plateformes multi-acteurs, ça vient d'être dit, qui
rassemble une représentation diversifiée d'acteurs de la science, de la politique, de la société, à qui on donne un droit d'expression à un moment donné sur un sujet aussi important quand même que l'avenir de la ruralité. Voilà, et je pense que c'est quand même un droit d'expression assez unique et dont il faut évidemment s'emparer, se saisir et utiliser à bon escient. D'autant plus que la feuille de route est quand même séduisante. Il s'agit d'apporter donc une contribution à une vision à long terme des espaces ruraux. Je pense qu'on est à peu près tous évidemment concernés par le sujet et qu'on a envie d'apporter des choses dans cette réflexion, et puis débattre de la vision d'avenir des territoires ruraux pour les 20 prochaines années. C'est quand même pas si fréquent d'être mobilisé sur des sujets pareils, d'avoir l'opportunité de regarder l'horizon à échéance plus 20 ans, et puis d'avoir cette liberté d'expression offerte par une plateforme de ce type. Bref, d'avoir la capacité d'être écouté, entendu, on l'espère, par l'Union européenne, et de contribuer à ce rapprochement voilà, entre le citoyen et l'Union européenne, à réduire cette distance qui est souvent une critique récurrente qui est faite aux démarches européennes. Dire aussi, voilà, sans revenir sur tout ce qui a été dit, que les contributions ont été vraiment nourries au sein de cette plateforme. Ça a été le fruit de quelques réunions seulement, hein. On s'est pas réunis 25 fois, mais voilà, qui atteste, de mon point de vue, quand même de la fiabilité de la méthode qui est proposée dans ces plateformes, en termes de la méthode de travail, et évidemment de l'intérêt que suscite ce type de démarche auprès des participants. Je ne reviens pas sur ce que vient de dire Jean-Pierre, mais je pense aussi que la contribution, d'abord, a été restituée de façon très fidèle, mais qu'elle est aussi solide. Voilà, restituée, comme on dit en bon français, dans un position paper, donc voilà, mais qui est un document quand même assez fondateur d'une bonne réflexion et une vraie contribution structurée qui me semble ouvrir des expressions intéressantes et tracer des perspectives dans le cadre de cette démarche qui vient en résonance avec ce qui a été dit précédemment. Je ne reviens pas dessus, au travers de cette démarche et cette réflexion politique et stratégique autour des enjeux de la ruralité. Voilà, donc tout ça pour dire que dans ce préambule, que ces plateformes offrent quand même des possibilités d'expression intéressantes, des possibilités de travail intéressantes, et qu'elles sont rassurantes dans la capacité que l'on a à avoir cette expression et le sentiment de ne pas travailler dans le vide, mais de s'inscrire évidemment dans un processus favorable à la prise en compte de nos contributions. Donc, en termes de perspectives pour la suite, et voilà quelques réflexions. Alors, elles vont se recouper, c'est pas forcément étonnant avec ce que vient de dire Jean-Pierre, mais 5-6 points rapides. Je prône pour… Rapide, très bien. Je prône sur la poursuite de cette démarche de proposition ascendante, voilà, qui me semble être, encore une fois, un bon dispositif pour se faire entendre. Ce qui suppose, deuxième point, d'inscrire ces plateformes dans la durée, les légitimer, pas en tant qu'instance supplémentaire ex nihilo, voilà, mais tout simplement au regard de leur capacité de production, leur représentativité, leur expertise et la pertinence de leurs propositions. Donc, je pense que c'est en fonction de ça qu'il appartiendra effectivement de missionner ces plateformes dans la poursuite de leur réflexion. Troisième proposition qui vient d'être dit, je ne la détaille pas, mais j'insiste simplement sur la nécessité d'étoffer, d'élargir cette plateforme par l'apport de nouveaux participants. On l'a cité, mais les maires ruraux me semblent aujourd'hui évidemment tout à fait intéressant à intégrer dans cette plateforme. Et au même titre qu'il faut l'étoffer, il faut, je viens de le dire, inscrire son action dans la durée. Autre point qui me semble intéressant, c'est sans doute de faciliter aussi les échanges entre plateformes. Je crois qu'il y a une vingtaine de plateformes, hein, mais voilà, il y a aussi les plateformes nationales. La perspective, je crois, de création d'une plateforme dans la région voisine Occitanie. Et de ce point de vue, il me semblerait intéressant qu'il y ait des rapprochements qui puissent se faire au regard de nos enjeux communs sur l'espace méditerranéen entre ces plateformes dans des logiques de proposition européennes.